La critique proposée par Alexis de Tocqueville, que j'ai esquissée dans la capsule précédente, marque une forme de renouveau du républicanisme. Donc de renouveau de l'idée que la fonction du politique n'est pas simplement d'assurer une juste coexistence des libertés individuelles, mais qu'au contraire, ça doit être le lieu de formation d'un bien commun, d'un intérêt général, d'une volonté collective. Donc, on va retrouver dans la présentation que je fais du républicanisme ce que j'ai déjà esquissé dans l'introduction, cet idéal politique rationaliste moderne de l'État comme lieu d'expression de la raison collective, comme lieu où la société devient raisonnable, eh bien, nous allons donc retrouver dans ce républicanisme cette forme radicale d'humanisme rationaliste auquel justement le libéralisme entendait s'opposer, entendait se distinguer. Dès lors, ce renouveau du républicanisme peut quelque part paraître paradoxal, puisque, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, le libéralisme entendait montrer qu'il était lui la doctrine politique moderne, tandis que le républicanisme restait marqué par des conceptions prémodernes, des conceptions antiques, des conceptions dépassées, des conceptions indéfendables sur le plan métaphysique. Notamment donc cette idée que les libéraux identifient au républicanisme, identifient à la liberté des anciens, donc cette idée que l'homme ne peut mener une vie accomplie que s'il participe activement à la vie politique, que s'il se préoccupe du bien commun et de l'intérêt général plutôt que de son seul bonheur privé. C'est vrai que pour Aristote, donc, l'homme est fondamentalement un être politique. Et c'est vrai que les républicains vont souvent faire référence aux cités grecques, à la Rome antique, comme étant des exemples de démocratie idéale, parce que les citoyens étaient préoccupés par la question politique, préoccupés par les affaires publiques, préoccupés par l'intérêt général, et que, j'en ai déjà parlé dans le premier chapitre, et qu'ils démontraient leur liberté, justement, en étant affranchis des enjeux simplement de survie, des enjeux de satisfaction des besoins, de satisfaction des désirs, mais qu'ils montraient leur grandeur en étant capables de se consacrer aux choses les plus nobles, c'est-à-dire aux enjeux politiques, aux enjeux de l'intérêt général, du bien commun, qu'ils parvenaient à mettre au-dessus de leur satisfaction personnelle. Alors, pour les libéraux, donc, nous avions vu qu'il s'agissait d'une conception qu'il pouvait être qu'indéfendable tant sur le plan philosophique que sur le plan politique. Sur le plan philosophique, je n'irai pas très loin, mais simplement parce que ça repose sur une conception spécifique de ce qu'est la vie bonne, sur la prétention de savoir quelle est l'essence de l'être humain. Donc, l'essence de l'être humain serait définie par sa dimension politique, donc c'est la conception aristotélicienne de l'homme comme être politique, et que nous serions en tout cas peut-être pas capable de démontrer que cette essence est fausse, que l'homme n'est pas cela. Non, les libéraux peuvent simplement être agnostiques, mais simplement dire qu'on ne peut pas prouver que l'homme est fondamentalement un être politique, que c'est en se consacrant aux affaires publiques, au bien général, qu'il va mener une vie bonne. Non, les libéraux refusent de fonder une conception du politique sur une conception particulière de la vie bonne, et donc renvoie à chaque individu ce travail de définition de ce qu'est pour eux la vie bonne, de ce qu'est pour eux l'essence fondamentale de l'être humain. Et donc ils refusent une conception du politique qui, à leurs yeux en tout cas, présuppose déjà une conception particulière de la vie bonne. Mais surtout, cette conception du politique serait indéfendable politiquement, parce que lorsqu'on valorise la liberté du citoyen, on ne le fait c'est parce que s'il est capable de se consacrer aux affaires publiques, s'il est capable de s'affranchir de son intérêt privé, c'est parce que d'autres, en définitive, ne seraient pas aussi citoyens que lui, d'autres, que ce soit les femmes, les barbares, ou plus dans notre société plus moderne peut-être, alors ce seront les ouvriers, les prolétaires, ce seront les personnes les moins favorisées, ce seront des personnes qui sont davantage en situation de dépendance, qui ne sont pas capables de s'affranchir des intérêts sensibles, parce que peut-être qu'ils seraient dans une situation où s'ils commençaient à se consacrer réellement pleinement aux affaires politiques, eh bien leur entreprise ne tournerait pas, ou ils ne seraient plus en capacité de gagner leur salaire. Donc leur situation de dépendance, soit
à leur patron, soit à leur entreprise, s'ils sont chefs d'entreprise, s'ils sont peut-être même dans des fonctions, des fonctions de service, des professions libérales, ils seraient dans une situation où ils seraient incapables de mettre entre parenthèses leur profession pour se consacrer aux affaires publiques. Et d'ailleurs, c'est souvent une critique que l'on fait à la démocratie représentative, c'est que tout le monde ne peut pas se permettre de briguer un mandat politique pendant le temps d'une législature ou d'une autre législature et mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle. C'est beaucoup plus facile pour un fonctionnaire, c'est plus facile pour une personne qui est assurée de retrouver son emploi par la suite que pour quelqu'un qui a besoin de son travail pour vivre et qui ne peut pas se permettre de risquer de se retrouver au chômage après, ou bien quelqu'un qui a une entreprise qui tourne et qui ne peut pas simplement la confier à quelqu'un le temps de son mandat. C'est toujours cette idée que cette valorisation des affaires publiques n'est pas accessible de la même manière à tout le monde. Le cas extrême, c'était ces citoyens grecs qui certes avaient le temps de se consacrer aux affaires publiques, aux biens communs, mais parce qu'il y avait les esclaves, parce qu'il y avait les femmes, parce qu'il y avait les barbares, parce qu'il y avait donc d'autres êtres humains, mais qui étaient vus quelque part comme une sous-classe, comme des êtres qui n'étaient pas des citoyens au sens fort, qui eux faisaient tourner l'économie, qui eux s'assuraient de la satisfaction des besoins fondamentaux, qui eux se consacraient à l'agriculture, à la création de l'alimentation nécessaire pour tout un chacun. Mais donc, la participation publique ne serait pas quelque chose d'accessible à tout le monde de la même manière. D'où cette dimension vue comme étant fondamentalement inégalitaire de la valorisation de la participation politique comme étant l'essence même de la liberté, l'essence même de la grandeur de l'humanité. Donc, la liberté comme autonomie, la liberté comme se déclinant à travers la participation politique est vue par les libéraux comme étant d'une manière ou d'une autre liée à des enjeux d'inégalité sociale et économique. Bon, alors cette critique, comme je l'ai dit au chapitre précédent, cette critique du républicanisme comme étant prémoderne est intéressante, a certainement des points auxquels les républicains sont forcés de répondre, mais du point de vue républicain, c'est en tout cas un procès partiellement juste, en tout cas le procès en prémodernité. Le républicanisme, au contraire, comme on l'a vu dans l'introduction, se veut l'héritier le plus pur, j'ai envie de dire, le plus direct de l'idéal rationaliste politique moderne, de voir donc dans l'État le lieu de réalisation de la raison collective. Et pour le républicanisme, il ne s'agit pas de jouer donc la modernité du libéralisme versus l'inspiration antique du républicanisme, il s'agit d'opposer deux conceptions différentes de la modernité. Et le lien, et par ailleurs, c'est vrai qu'on va retrouver au cœur du républicanisme une insistance particulière pour la participation politique, mais ils vont s'efforcer de montrer que justement, c'est parce que le libéralisme sous-estime à quel point la démocratie implique foncièrement une participation politique des citoyens, une conscience des citoyens, un intérêt des citoyens, une veille des citoyens pour que cette démocratie soit effective, qu'ils vont considérer que les libéraux ne sont pas à la hauteur de l'idéal démocratique, que les libéraux mettent finalement en place un État qui sera insuffisamment contrôlé par les citoyens. Donc nous allons voir ce débat entre républicanisme et libéralisme donc comme un débat interne à la modernité, le libéralisme étant en définitive une réaction face à une dérive potentielle, à un dogmatisme trop fort du républicanisme, et inversement, le républicanisme étant une critique du libéralisme comme n'étant pas capable d'être à la hauteur de son exigence, de son idéal, de ne pas être en mesure de s'assurer que l'État remplit la fonction que le libéralisme lui assigne, à savoir assurer la juste coexistence des libertés individuelles, être dans une situation d'impartialité, éviter que l'État soit finalement approprié par certains à leur seul profit.